Yes, yes, yo, yo, les amigos, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me signaler avec un pouce ou une réaction si vous m'entendez? Magnifique, super. J'espère que cette journée distancielle se passe sans trop d'accro, que c'est pas trop désagréable de rester chez vous en cette journée de grève, hein, ça rappelle un petit peu le Covid. On va essayer de rendre les choses agréables et dynamiques malgré ce format particulier qu'est le distanciel. Le gros avantage, je le signale dès maintenant, n'hésitez pas à prévenir les autres s'il y en a qui nous rejoignent plus tard, je crois qu'on n'est que 8 pour l'instant, ce sera enregistré. Ça va, donc ça c'est l'énorme avantage. Vous pourrez repasser ceci en accéléré, voir les infos que vous auriez éventuellement loupées, regarder à nouveau cette séance ou tout simplement la regarder une première fois si vous n'étiez pas là aujourd'hui. Ça, c'est possible. Donc, passez l'info, c'est bien enregistré, pas de panique et que ceux qui viennent ne lancent pas 10 000 enregistrements, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous pouvez aussi me confirmer avec une petite réaction que vous voyez bien mon écran partagé avec les slides? Magnifique, super. Alors, on va démarrer sans plus attendre. Ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est d'essayer de faire les choses assez rapidement. Je vais passer à travers tout ceci et comme c'est enregistré, vous pourrez repasser à travers tout ce que j'ai dit autant que vous le voulez par la suite. Ce sera mis sur Moodle. L'avantage aussi, c'est que Monsieur Delannoy est à sa séance 10 avec son groupe à lui et donc vous aurez une séance 10 enregistrée que nous, on a déjà eu en présentiel et la séance 11 enregistrée que nous avons maintenant en distanciel. Avant de démarrer ceci, et donc je dirais de foncer un petit peu à travers la démo, sans trop de questions, comme ça on fonce et on n'est pas trop interrompu. Désolé si c'est un côté pas super interactif au début. Je vous propose de garder toutes les questions que vous auriez pour la fin. Donc si pendant que je fonce, vous vous dites mais là j'ai pas compris, vraiment prenez note du numéro de slide, hein, le numéro est ici en bas à gauche. Vous pouvez vous dire tiens là j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris, plutôt que de bloquer. Je vous propose de m'envoyer enfin de me poser vos questions à la fin de la séance. J'imagine qu'on mettra 1 heure, 1 heure quart, quelque chose comme ça, pour tout faire. Cette façon de fonctionner vous convient-elle? Est-ce que vous pouvez réagir avec des pouces si ça vous convient ou allumer votre micro et me dire si ça ne va pas du tout pour vous? Ouais, ça marche. Ça semble aller. Merveilleux. Alors on fait ça. J'ai avant tout une info à vous partager. C'est excellent que ce soit enregistré, comme ça tout le monde a cette information-là. Les plus vifs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, donc je viens ici sur Moodle avant la présentation du jour, le planning habituel que vous connaissez bien, hein. Et donc nous en sommes ici à la séance 11, Monsieur Delannoy et son groupe sont à la séance 10, donc on avance vraiment fort dans le chapitre 3 des bilans énergétiques, on va bientôt arriver dans les chapitres 4 et 5 que je vous ai tant teasé. Et vous avez depuis ce week-end, dans la partie examen, une nouvelle partie disponible. C'est-à-dire que Monsieur Delannoy et moi-même, nous avons finalisé l'examen de cette année, et il a un nouveau format. Alors, on reste dans les mêmes idées. Ça vaut toujours la peine de s'entraîner sur les examens des années précédentes. Les questions sont les mêmes. Seulement, on s'est rendu compte de certaines difficultés. Et pour les surmonter plus facilement, on a essayé de mettre une nouvelle structure. Mais pour pas non plus vous perturber avec une nouvelle structure, on vous partage ces structures. Donc, si vous venez ici en 2025, nouveau canevas d'examen. Si vous cliquez ici, vous avez une question particulière qui est reprise du syllabus tome 2. C'est un exercice bidon. C'est pas une des 3 questions d'examen de cette année, hein, je vous le dis clairement. Mais c'est une question type qui pourrait revenir. On vous a remis avec une petite image, etc. Et l'examen aura cette forme-ci. Départ et grille d'évaluation, rien de bien transcendant. Vous avez un énoncé avec un calcul à mener, une petite image qui sera reprise tout le long de la question. Et ensuite, ce sera structuré comme ceci. Vous avez la possibilité, comme les autres examens, de proposer une résolution et de nous l'envoyer. Si vous nous le signalez, hein, vous nous l'envoyez par mail ou autre, Monsieur Danois ou moi, on se fera un plaisir de passer dessus, l'évaluer et vous la republier avec notre appréciation de cette résolution. Comme ça, tout le monde bénéficiera d'une tentative de résolution et d'une évaluation de notre part, à Monsieur Delannoy et moi-même. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous entraîner. C'est comme ça que chacune des 3 questions va être présentée. Vous voyez que ça a l'air long, mais le but était surtout de cadenasser pour éviter tout inconfort lié à une possibilité d'interprétation ou autre qui ne serait pas claire. Donc voilà, ça c'est pour l'information. Ah, avant que je passe à la suite, ça vaut quand même la peine de le demander, sur ce canevas d'examen, est-ce que vous avez des questions? Si oui, n'hésitez pas à les poser en allumant votre micro. Pas de réaction, j'imagine que tout va bien. Je vois que Yacoub a une main levée, c'était pour répondre tout à l'heure et la main est toujours levée, ou tu as une autre question, Yacoub? Ok. La main qui disparaît répond d'elle-même. Alors, si ça vous va, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je viens ici directement sur la présentation du jour, notre séance 11. On est donc toujours dans le chapitre 3, on est en train de faire des bilans d'énergie.
Je passe pas mon diaporama parce que je passerai avec les tables de thermodynamique. Ce sera plus facile de switcher d'un document à l'autre. Je rappelle que dans ce chapitre, on a très rapidement dressé ce qu'est le bilan d'énergie qui découle du premier principe de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc forcément, toutes les énergies qui rentrent ou sortent d'un système doivent forcément se traduire dans une variation d'énergie du système. Puis on a catégorisé ça en deux familles. Les systèmes fermés, pour lesquels il n'y a pas de matière qui rentre ou sort, une bonbonne, un container, un ballon, un piston, quand il a ses soupapes fermées par exemple. Mais bon, c'est une catégorie qui est très rapidement restreinte. Et puis, on a les systèmes ouverts auxquels on était arrivé. Je rappelle que le bilan d'énergie, de manière globale, s'exprime comme ceci. Les énergies qui rentrent, E in, moins les énergies qui sortent, E out. On a une convention négative sur les énergies quittées par un système, fournies par un système vers l'extérieur, et positive pour ce qui est donné au système. Eh bien, le tout doit forcément se traduire dans une variation du niveau énergétique du système. Et on avait dit que ça pouvait être transféré entre et sorti sous forme de travail, de chaleur et ou d'écoulement, tandis que le système pouvait présenter des variations énergétiques sous forme cinétique, potentielle et ou interne. Si on détaille, ça donne donc quelque chose comme ceci. W pour work, le travail, pression fois variation de volume, force fois déplacement, etc. Échange de chaleur par conduction, convection, rayonnement, plus l'énergie présente dans un écoulement. D'accord. Donc dans un écoulement, on retrouve toutes les énergies d'un système, plus le travail nécessaire à le pousser, à le faire circuler. Et tout ceci pouvait donc rentrer dans le système, mais pouvait aussi sortir, affublé d'un signe ici négatif. La variation du niveau énergétique du système prend donc cette forme-ci, masse fois variation de vitesse au carré sur 2. On a, nous, ici, cette notation un peu particulière de x pointé, dx sur dt, c'est la même chose, variation de la position x par rapport au temps, c'est la vitesse, plus variation d'énergie potentielle, masse fois gravité fois delta z, z étant la hauteur, plus variation d'énergie interne U. Donc énergie interne tenant compte de l'agitation à l'échelle microscopique de la matière, soit sensible si j'ai des variations d'énergie sans changement de phase, soit latente si j'ai des variations d'énergie avec changement de phase, soit chimique si on change carrément la nature des composés en présence, comme dans une combustion par exemple. Brûler du gaz donne des fumées et ces fumées ne sont plus les mêmes constituants que le gaz qu'on a brûlé. Et aussi finalement la variation d'énergie interne sous forme nucléaire si on casse carrément le noyau qui constitue les atomes. Ce bilan d'énergie peut aussi se réexprimer suivant les cas, que ce soit plus pratique ou non, sous forme d'un bilan de puissance. Et donc on ne dira plus que des énergies rentrent ou sortent, mais que des puissances rentrent ou sortent. Et donc il y a un petit point dessus qui a toute son importance. Ce point, je rappelle que c'est une notation compacte, universelle, pour dire que c'est la variation temporelle d'une variable. Ici en l'occurrence l'énergie. Donc l'énergie en joules par unité de temps, c'est des joules par seconde, c'est des watts, c'est une puissance. À quel point les puissances rentrent, l'énergie, si vous voulez, rentre rapidement ou sort rapidement d'un système, sous forme, encore une fois, de travail, chaleur ou écoulement. Ça n'a pas changé. Par contre, il y a une conclusion qui change relativement drastiquement du côté droit de notre équation, parce qu'on ne parle plus de variation d'énergie, on parle de variation d'énergie dans le temps. À quel point l'énergie varie rapidement ou pas pour avoir mon énergie sur le temps. Des joules par seconde, donc des watts. Et là, nous, on s'est mis d'accord sur quelque chose qui va rendre ce bilan extrêmement simple, mais seulement dans le cadre de travail qu'on s'est imposé cette année, nous, en bloc 1 à Effectech, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas regarder les systèmes dont le niveau énergétique varie dans le temps. On va seulement regarder les systèmes qui travaillent à régime permanent, un niveau d'énergie maintenu. Une chaudière qui maintient, par exemple, sa température, un avion qui maintient sa vitesse, ce genre de choses, une turbine qui maintient sa vitesse de rotation, etc. Et donc, puisqu'il n'y a pas de variation de niveau d'énergie dans le temps, dans les cas que nous, on étudie en particulier ici, pour s'éviter des équations différentielles relativement laborieuses, en plus de tous les concepts énergétiques à aborder, cette variation vaut 0 en écoulement permanent. Attention que nous n'accepterons le égal à 0 que s'il est justifié d'un régime permanent. Ça, c'est donc pour le rappel des généralités. Vous remarquez qu'ici, pour notre séance en live 11, je prends la liberté de directement sauter la partie système fermé qu'on a déjà vue et j'arrive directement au système ouvert. On avait parlé des tuyaux, diffuseurs, tuyères et échangeurs de chaleur à notre séance 10, que M. Delanoë est en train d'enregistrer avec ses étudiants. Et nous, aujourd'hui, en séance 11, nous arrivons au cas numéro 4 de système ouvert, étudier les chambres de mélange. Et cas numéro 5, les détendeurs. Ce sont deux exemples qu'on va voir dans cette séance enregistrée et dont on va proposer une résolution d'exercice pour comprendre un petit peu la logique qui se cache là derrière. Alors, les chambres de mélange, pour commencer, ce sont des systèmes ouverts particuliers qu'on rencontre quand même énormément.
Pour n'en prendre que 3 exemples, vous en avez probablement un chez vous, je vous le souhaite. Si vous prenez votre douche avec de l'eau chaude et que vous avez en plus la possibilité, au grand luxe, de choisir une température pas trop bouillante ou pas trop froide avec un mitigeur, un mélangeur ou que sais-je, bah, vous avez a priori un tuyau d'eau chaude qui arrive, un tuyau d'eau froide qui arrive et les 2 se rencontrent dans une chambre de mélange qui peut présenter plusieurs variantes techniques, mais dans l'ensemble simplifié, j'ai un débit d'eau froide qui rentre, un débit d'eau chaude qui rentre, et il en ressort un débit d'eau tiède, entre les deux, suivant les dosages que j'ai, qui sont plus ou moins finement réglés, avec quelque chose de plus ou moins sophistiqué là au milieu. C'est une chambre de mélange. Si on repense à Delta, auquel nous ne sommes pas aujourd'hui, mais où on a notre groupe de ventilation pour des immeubles typiques à bureaux, etc., bah, on a des systèmes de ventilation. Il n'est pas rare dans les systèmes de ventilation de tirer l'air et d'en récupérer une partie pour en récupérer l'énergie. Cet air est souvent déjà chaud, hein. En hiver, il fait froid dehors. On a chauffé l'air d'une manière ou d'une autre qu'on détaillera dans les cours d'HVAC en 2e et 3e année. Mais plutôt que de jeter cet air déjà chaud dehors pour réchauffer les petits oiseaux, c'est très sympa pour les petits oiseaux, mais c'est moins bon pour notre facture énergétique, eh bien, on va choisir d'en récupérer une partie pour la mélanger à de l'air qui viendrait de dehors, qui serait certes qualitatif, sain, hygiénique, mais froid. Et donc, on va en mélanger une partie pour le ressouffler. Là, c'est une chambre de mélange aussi, avec de l'air, pas de l'eau. Si on pense à des systèmes plutôt industriels, il n'est pas rare de rencontrer des cuves dans lesquelles on va mélanger, espérer avoir une espèce de réaction chimique, que ce soit dans l'alimentaire ou les procédés industriels. On mélange un composé A à un composé B. Il se passe quelque chose quand les propriétés se mélangent, hein, on trouve un compromis, une réaction chimique parfois entre les deux. Et si en plus il y a un moteur qui active un agitateur, bah, je viens carrément fournir du travail W-in en plus dans ce système. Bah, ça aussi, c'est une espèce de chambre de mélange finalement. Donc ce ne sont que 3 exemples. On en a beaucoup de ce type-là. Les chambres de mélange, ce n'est pas un système rare à rencontrer. Et son bilan donne lieu à quelque chose d'assez typique qu'on rencontre dans beaucoup d'applications particulières. Ça donne quoi? Si on essaye de réfléchir au bilan de puissance qui pourrait s'appliquer à une chambre de mélange, alors je rappelle que dans les systèmes ouverts, on a souvent beaucoup plus de facilité à développer un bilan de puissance qu'un bilan d'énergie, puisque l'idée est aussi de mettre en avant les quantités de matière qui sont en jeu dans le temps, donc le débit massique, les kilogrammes par seconde qui circulent. Et donc ça, c'est beaucoup plus facilement mis en évidence dans un bilan de puissance que dans un bilan d'énergie. Et donc ici, bah, on l'a dit, puissance qui rentre moins puissance qui sort égale variation d'énergie du système dans le temps, 0 si le régime est permanent. Ok. Est-ce que par défaut, dans une chambre de mélange, de la chaleur rentre? Bah, si je reprends l'exemple ici, personne ne chauffe ou ne refroidit volontairement ce pauvre raccord, ni même cet élément-ci. La cuve, ça peut devenir différent. Ça peut être un cas particulier où de la chaleur rentre ou sort. Mais dans un cas tout à fait généraliste, ce n'est pas d'office le cas de recevoir de la chaleur, ni même du travail. Donc la chaleur Q, il n'y en a pas en général, ou alors très très peu. C'est souvent quelque chose qui échange peu de chaleur avec l'extérieur parce qu'il est isolé et il n'y a pas d'échange volontaire. Et le travail, bah, est-ce qu'on a un ventilateur ou une pompe qui pousse volontairement dans la chambre de mélange quelque chose? Bah, encore une fois, dans le cas particulier de la cuve, il y a un agitateur. Donc là, il y aurait un W-in. Mais ce n'est pas le cas de toutes les chambres de mélange. Ce n'est pas le cas par défaut. Par contre, par défaut, ce qui définit une chambre de mélange, c'est qu'on a plusieurs substances qui rentrent, éventuellement plusieurs substances qui ressortent ou une seule qui ressort, et qui a homogénéisé les caractéristiques des débits rentrants. Donc, ce que je vais toujours avoir, c'est des écoulements de matière rentrants et sortants. Et a priori, tous les débits massiques rentrants A, B, C et que sais-je, jusqu'à N, admettons qu'il y en ait N, d'accord, moins tous les débits sortants A, B, C, etc., N, vont donner une variation d'énergie du niveau énergétique du système dans le temps qui vaut 0. Ça, c'est ce qu'on va avoir. Donc finalement, des débits massiques et des enthalpies. Essayons d'appliquer ça à un cas concret. Si on regarde l'exemple 3.12 du tome 1, qui contient tous des exemples détaillés, on va essayer de le faire de manière simplifiée et enregistrée ici dans ce live. Cet exemple présente la chambre de mélange d'une douche, la chambre de mélange la plus classique que vous puissiez envisager a priori, la plus quotidienne, je dirais. Donc on pourrait simplifier la chambre de mélange d'une douche, donc ceci, le raccord qui accueille le débit d'eau chaude et d'eau froide pour en faire un débit tiède en sortie. On pourrait dire, voilà, c'est un volume a priori isolé, hein. Ici en gris, on suppose une espèce d'isolation pour rendre le système le plus adiabatique possible, qu'il échange le moins de chaleur possible avec l'extérieur. Ce n'est pas le but qu'il soit totalement refroidi ou réchauffé par l'extérieur. Et on va avoir de l'eau très chaude qui rentre, par exemple, en 1 à 70 degrés, avec un débit massique 1, M.T1. Une eau froide qui rentrerait à 5 degrés, c'est bien froid ça, T2, M.T2. Les deux se mélangent là-dedans à 150 kPa
pression homogène. Et en sortie, on a une température tout à fait agréable pour prendre une douche. Enfin, c'est quand même déjà bien chaud aussi, ça dépend un petit peu de votre notion de confort. En point 3, on sort en mélange avec une température de 40 degrés et un débit massique pointé noté 3. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Quel rapport faut-il entre les débits d'eau chaude et d'eau froide qui arrivent à 1,5 bar absolu? Ah, petite notion supplémentaire, ces 150 kPa sont absolus, c'est-à-dire qu'ils sont directement lisibles dans les tables, je ne dois pas les convertir, ce n'est pas une lecture sur manomètre qui est décalée de 1 bar par rapport à l'atmosphère. Si on veut donc 5 degrés, 70 et 40 ici, la question qu'on nous pose, c'est il faut quoi comme rapport entre le débit massique 1 et le débit massique 2? Ok, question typique qui peut arriver le jour de l'examen. Des bilans d'énergie partout, partout, partout. Toutes les questions qu'on va vous poser font apparaître un bilan d'énergie finalement. Ok, donc on fait apparaître notre bilan d'énergie plutôt sous forme d'un bilan de puissance ici, parce qu'on a dit que le débit massique était intéressant, et en plus c'est ce qu'on nous demande, donc on sent qu'on a tout intérêt à le faire apparaître facilement. Donc sur un bilan de puissance, toutes les puissances qui rentrent moins toutes les puissances qui sortent, j'ai choisi ici un code couleur en rouge pour ce qui sort et en vert pour ce qui rentre, c'est égal à la variation d'énergie du système dans le temps, c'est égal à 0 si j'ai un régime permanent. Ça c'est quasiment votre point de départ de toutes les questions d'examen, quasiment. Qu'est-ce qui nous reste ici? Si j'applique ce que j'ai dit précédemment, est-ce que dans ce qui rentre, j'ai du travail? Non, il n'y a pas de piston, de ventilo ou de pompe qui pousse le fluide à circuler dans la chambre de mélange. Donc, ni en entrée ni en sortie, je ne retrouverai du travail. Est-ce que je chauffe ou refroidis? Est-ce que j'ai donc de la chaleur qui rentre ou qui sort de ce système? On sent qu'en réalité, oui, un petit peu. Aucune chambre de mélange n'est parfaitement isolée. Il y a toujours un peu d'échange de chaleur par conduction, convection et rayonnement. Mais ici, faute d'information, je ne sais pas la calculer, je n'ai pas les surfaces d'échange, je n'ai pas les coefficients, et on suppose ici que c'est quand même une chambre bien isolée. Je vais estimer, faute de mieux, que ce n'est pas quelque chose de prépondérant par rapport à ce que je peux calculer. Qu'est-ce qu'il me reste donc? Les écoulements. Les écoulements rentrant en vert et les écoulements sortant en rouge. Il rentre donc un débit massique 1 avec une enthalpie 1 ici à 70 degrés. Pareil en 2, ici, pardon, voilà. En 2, on a un débit massique 2 avec une enthalpie 2 à 5 degrés. Et en sortie en rouge, un débit massique 3 avec une enthalpie 3 à 40 degrés. Et celle-ci est négative parce qu'elle sort du système. Et le tout vaut 0, variation de niveau énergétique dans le temps, nul parce que régime permanent. OK. Maintenant qu'on a tout ceci, la question c'est où est-ce qu'on va pouvoir lire les informations? Les informations, jusqu'ici, on les a lues dans des tables qui contenaient ces différentes variables. Donc moi, ce que je recherche ici, je sens que le débit massique, j'ai déjà le 1, j'ai déjà le 2. Il y a un lien pour les plus vifs d'entre vous qui peut assez rapidement être trouvé pour deviner l'expression du débit massique 3 qui va nous aider à trouver un lien entre 1 et 2. On verra ça après. Mais les enthalpies, il faut pouvoir les lire dans des tables. Ça, c'est des propriétés de matière. Personne ne les devine comme ça de tête. Il y a quand même une question qui se pose. La substance que j'ai ici devant moi, sous quelle face se présente-t-elle? Sinon, je ne sais pas quelle table utiliser. Alors, d'instinct, très rapidement, on saura tous dire, OK, c'est de l'eau. Okay, dans l'énoncé, on nous disait bien que c'était de l'eau, c'est dans une douche. Donc, de l'eau qui arrive à 70 degrés, 5 degrés et sort à 40, le tout à une pression homogène de 1,5 bar. Ouais, dans la tête de tout le monde, c'est de l'eau liquide quand même, hein. C'est un exemple parlant. On n'a pas pris de l'ammoniac à 7,2 bars et 90 degrés et tout le monde se demande, tiens, l'ammoniac, c'est sous quelle phase dans ces conditions-là? Non, c'est de l'eau, c'est un fluide usuel. Mais enfin, quand même, allons le regarder. Ici, je vous le dis déjà, mais on va le vérifier ensemble, à 150 000 pascal absolu, 150 kilopascal. La température de saturation serait de 111,4 degrés suivant la table AN 1.6. On va vérifier ça. Hop, ici, ouais, le tome là. AN 1.6, variable thermodynamique de l'eau en mélange liquide gaz saturé trié en pression. Donc je vais chercher 150 kPa dans cette table, c'est ici, 150 kPa. On est ici, 111,35 degrés, que j'ai arrondi à 111,4 dans les slides. Donc ça veut dire que si mon eau est à 150 kPa, il faudra monter jusqu'à 111,35 degrés pour que commence l'évaporation et qu'elle se fasse même entièrement sous ces conditions-ci. Et dès que je vais prendre le moindre petit degré en plus, à 111,36 degrés par exemple, si je veux être précis, pouf, c'est plus de l'eau saturée, en mélange saturé, c'est plus en train de s'évaporer, c'est de la vapeur surchauffée. Mais donc là, ok, ça c'est les conditions de saturation, conditions de changement de phase entre liquide et gaz. On est d'accord que 70, 5 et 40 sont tous les trois inférieurs à 111,4. Ils sont tous les trois inférieurs. Donc c'est clairement de l'eau liquide sous-refroidie absolument partout. Super. Alors on se dit, on va chercher la table de l'eau liquide sous-refroidie.
On scrolle un petit peu. On commence à connaître sa table des matières, c'est important, hein. À force d'utiliser ces tables, ça doit devenir très facile pour vous. Vous devez presque savoir par cœur que la 4, c'est l'eau liquide refroidie, 5 et 6, c'est les mélanges, 7, c'est les vapeurs surchauffées. À force d'utiliser, vous devez le savoir par cœur, tellement ça doit être une seconde nature chez vous, ça vous fera gagner beaucoup de temps le jour de l'examen. Si pas, c'est que vous n'exercez pas assez. OK. Et là, pour ceux qui ont suivi hein, les dernières séances qu'on a eues ensemble, bah, vous voyez venir le problème. La table des variables thermodynamiques de l'eau sous-refroidie ne commence qu'à 5 mégapascales. 5 millions de pascal. Aïe, ça c'est un problème. On n'est pas à 5 millions de pascal, nous. 5 millions de pascal, qui soit dit en passant, demanderait de monter à 263,94 degrés Celsius pour commencer une évaporation. C'est vraiment très, très chaud, hein. Et donc ici, il y a deux noms pour l'eau sous-refroidie. C'est soit l'eau sous-refroidie, soit l'eau comprimée. Elle est tellement comprimée qu'il faut monter plus en température pour arriver à la faire changer de phase. D'accord. Ça nous arrange pas. Par contre, on s'était mis d'accord sur quelque chose. La phase de la matière liquide a généralement tendance à montrer un comportement peu compressible. Ça veut dire que les variations de pression vont très peu influer ou, dans une moindre mesure, sur les grandeurs thermodynamiques. Je pourrais faire deux approximations, mais il y en a quand même une qui est plus proche. Je pourrais dire, OK, pas de problème. J'ai de l'eau à 70, 40 et 5 degrés. Bah, je vais lire ça ici. Par exemple, 40 degrés. Je vais dire, OK, c'est 40 degrés à 1,5 bar. J'ai pas 1,5 bar, j'ai 50 bars ici à 5 mégapascal. Bah, je vais dire que c'est la même chose. Et je prends le 171,95. Voilà, c'est une première façon de faire l'approximation. Vous allez quand même être un peu plus éloigné de l'approximation que je vais vous proposer juste après. Parce qu'il y a moyen de prendre une pression moins éloignée et donc de faire encore moins d'erreurs. Si vous reprenez cette table-ci, à 150 kPa, où on avait trouvé notre point de saturation ici, vous pouvez aussi vous dire, tiens, dans la table à N1.5, j'ai aussi les conditions de saturation exprimées, mais bien triées en température. Et comme moi ici, bah, j'ai une température 2 à 5 degrés, une à 70 et une à 40, est-ce que c'est pas moins éloigné d'assimiler ces trois températures au liquide saturé? OK, je vais regarder si la pression n'est pas moins éloignée que celle de 50 bars. D'accord? Donc ici, on regarde ceci. À 5 degrés, j'ai 0,8725 kPa de pression de saturation. Est-ce que je ne peux pas assimiler le 5 degrés et cette pression-là à 5 degrés 1,5 bar? Oui, je suis quand même plus proche ici que du 50 bars. Pareil pour les 40 degrés. 40 degrés, 7,3851 kPa. Ce point-ci est plus proche que 40 degrés et 5 mégapascales. Donc les deux sont valables, mais je serai quand même beaucoup plus proche ici. Et donc, on va pouvoir prendre leurs enthalpies à cet endroit-ci, en liquide saturé. D'accord? Donc ici, si on vient lire, je reviens dans les slides, ce qu'il est proposé de faire comme approximation, je rappelle que c'est un exercice que vous devez pouvoir faire le jour de l'examen, on va vous mettre dans une situation où vous n'aurez pas une donnée et vous devrez vous dire, ah, de quoi c'est le plus proche? Et spoiler alert, vous avez remarqué que ça se passe toujours du côté des liquides, parce que les liquides étant faiblement compressibles, vous êtes en capacité de faire une approximation. Donc ici, l'enthalpie 1 à 70 degrés, je vais dire, OK, certes, c'est 70 degrés et 1,5 bar, mais je vais faire comme si c'était 70 degrés en condition de saturation. 70 degrés en condition de saturation, je suis ici, hop, table à N1.5, 70 degrés est là. Je fais comme si 70 degrés et 1,5 bar, c'était 70 degrés et 31 kilopascal. C'est pas tout à fait vrai, on est d'accord. Ici, on est plutôt à 0,3 bar, hein, on est autour de 0,3 bar ceci. Et je fais une petite erreur, moins que si je l'assimile encore une fois à 50 bars. Mais bon, voilà, faute de mieux, j'ai pas l'information de toute façon. Donc, c'est l'info la plus proche dont je dispose. Et là, ici, si je regarde dans ces conditions-ci, l'enthalpie du liquide saturé, c'est-à-dire le liquide qui va commencer son évaporation, il n'y a pas encore la moindre bulle de gaz dedans, mais ça va commencer, au moindre millijoule que je rajoute de chaleur, boum, ça va commencer à s'évaporer. Eh bien, je suis à 293,07 kJ par kilo d'enthalpie. 293,07. On fait pareil pour le 2. On va dire, OK, c'est certes 5 degrés, 1,5 bar, mais je vais faire comme si c'était 5 degrés aux conditions de saturation. On revient là. 5 degrés, conditions de saturation, enthalpie, en liquide saturé, 21,02 kJ par kilo. On est donc ici 21,02 kJ par kilo. Et une troisième fois pour l'enthalpie de sortie. L'enthalpie 3, je vais faire comme si c'était, certes, c'est à 40 degrés et 1,5 bar, mais je vais faire comme si c'était 40 degrés aux conditions de saturation. On revient là. 40 degrés, conditions de saturation 7,38 kPa. Je viens ici 167,53 kJ par kilo d'enthalpie en liquide saturé. Ici. Et donc mon bilan, dans lequel j'avais 3 enthalpies inconnues, devient un bilan avec 3 enthalpies connues.
Je les remets dedans. Génial. J'ai lu les enthalpies. Ça, c'est vraiment l'exercice typique, hein. À travers chaque question d'examen, pour ceux qui ont déjà regardé, on démarre d'un bilan et qu'est-ce qu'on va vous faire lire dans les tables? Des enthalpies. C'est la variable la plus complète et la plus utile que vous puissiez en retirer, et donc vous n'y réchapperez pas. Bilan, enthalpie à lire dans les tables, c'est toujours. Et donc, je repars de là. Moi, on me demandait quoi déjà? On me demandait, il faut quoi comme rapport entre le débit massique 1 et le débit massique 2 pour que ça marche? Pour qu'avec 70 degrés là et 5 degrés là, j'ai 40 degrés en sortie. Donc, il faut faire apparaître ce rapport maintenant. Je vous le disais, ça allait pas être super compliqué de transformer le débit massique 3 pour faire apparaître ce qui m'intéresse avec le débit massique 1 et 2. On sent quand même assez facilement ici que il y a la conservation d'énergie, certes, il y a aussi la conservation de la masse. Si 1 kg par seconde rentre ici et 1 kg par seconde rentre ici, la somme doit forcément se retrouver en sortie. Et donc ici, le débit massique 3, je peux assez facilement le transformer en débit massique 1 plus débit massique 2. Les deux là, à moins qu'il y ait une fuite dans ma chambre de mélange, mais on n'en a pas parlé, tout doit se retrouver là en sortie a priori. Et donc, j'ai la même équation, ok, sauf que cette fois-ci, bah, je n'ai plus que des débits massiques 1 et 2, ça m'arrange bien, parce que c'est le rapport que je veux faire apparaître. Et donc ici, si je refais un petit peu de ménage, si je divise tout par le débit massique 2, ok, ça divisé par le débit massique 2, ça va me donner ceci, oups, pardon, ceci. Ça divisé par le débit massique 2, ça me donne 21,02. Je distribue ici mon débit massique 1 fois 167,53 et je le divise par débit massique 2, ça me donne ceci. Et débit massique 2 fois 167,53 divisé par débit massique 2, bah, il me reste que le 167,53. C'est magique. Il me reste une équation. J'ai fait apparaître ici une équation dans laquelle j'ai directement ce que je recherchais, le rapport entre le débit massique 1 et le débit massique 2. Alléluia. Il n'y a plus qu'à isoler. C'est des plus, des moins, des fois des divisés. On remet de l'autre côté. Donc ici, si je reprends d'un côté, j'ai le débit massique 1 sur le débit massique 2 qui multiplie 203,07. Celui-ci vient de l'autre côté, ça fait moins 176,53 égale 176,53 moins le 21,02 qui arrive ici. Je redivise par ceci et boum. J'arrive à un rapport de 1,17. Ça veut dire que là-dedans, si j'ai 1 kg par seconde, admettons, c'est beaucoup, hein, mais 1 kg par seconde de débit 2 à 5 degrés, il me faudra 1,17 kg par seconde de débit 1 pour arriver à 40 degrés. 1,17 fois plus de débit 1 que de débit 2. Ça, c'est pour ceci, pour la chambre de mélange, et ça clôture les systèmes particuliers que représentent les chambres de mélange. Je vous propose, pour éviter que les questions n'arrivent trop tard par après, qu'on en oublie où on en était, si vous avez des questions sur cet exercice ou les chambres de mélange, je vous propose de les poser maintenant. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Quelque chose qui n'a pas été clair? J'ai aussi conscience d'aller un petit peu rapidement. Je sais aussi que ce sera enregistré et que vous aurez la capacité de revenir dessus. Ce que je vous propose, c'est, je vous laisse digérer les choses jusqu'à 14h15. Si une question émerge à ce moment-là, j'y réponds avec plaisir. À 14h15, j'embraye avec la suite, avec les détendeurs. Ça va? Donc j'enlève le micro et la caméra, mais je suis là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur les chambres de mélange avant que je passe au détendeur.
OK. Pas de questions en particulier donc sur cet exercice? J'imagine que soit j'ai été beaucoup trop vite et je vous ai tous perdus, soit c'est limpide, mais bon, je sais aussi que ce format distanciel a ses limites, hein. Bien, alors s'il n'y a pas de réaction, je vous propose de passer à la suite, les détendeurs. On regroupe ici une grande famille de systèmes ouverts. Une un peu trop grande famille à mon goût, mais enfin, si on veut essayer d'avoir un esprit de synthèse, c'est nécessaire. On va regrouper ici tous ces systèmes, tous ces appareils, tous ces accessoires qui vont avoir pour effet de, si vous voulez, freiner un petit peu un écoulement de matière. Ça veut dire que là-dedans, on va englober les clapets de ventilation. On a des clapets à lame comme ceci, obliques, des clapets nommés iris en référence à l'œil ici, qui offrent une section de passage beaucoup plus progressive qu'ici, suivant le pourcentage d'ouverture. C'est des choses qu'on étudie en détail dans les réglages de ventilation en HVAC, encore une fois en bloc 2 et bloc 3. Les vannes, tout simplement, sur les circuits hydrauliques, les distributeurs hydrauliques, ou valves proportionnelles, que ce soit encore une fois les électrodistributeurs, distributeurs manuels, en pneumatique, en hydraulique, avec l'huile sous pression, l'air sous pression, bah, ils rentrent là-dedans aussi. Certains sont proportionnels, d'autres sont tout ou rien. Donc ça rentre dans cette catégorie. Les soupapes de sécurité rentrent aussi dans cette catégorie. C'est une sorte de vanne avec un ressort réglé pour pouvoir lâcher à une certaine pression et évacuer un surplus de pression, par exemple dans votre circuit de chauffage à la maison. Ce genre de soupape lâche à environ 3 bars dans un circuit résidentiel classique. On a des détendeurs pour ceux qui ont déjà fait un peu de camping, qui ont déjà brûlé du gaz en sortie d'une bonbonne en direct. Il y a des détendeurs pour avoir la bonne pression, pour bien alimenter ce qu'on appelle les gicleurs, donc les sorties de flammes de vos appareils de cuisson, par exemple. C'est un détendeur qui s'approche vachement de celui en détail qu'on voit avec vous. Et je garde le meilleur pour la fin. Ce détendeur-ci est un détendeur thermostatique assez typique, assez caractéristique des circuits frigorifiques. Vous allez les retrouver dans les pompes à chaleur et dans les machines frigo. Et donc, vous sentez, c'est quelque chose que j'ai déjà teasé depuis un petit moment maintenant. Les machines frigorifiques feront l'objet du chapitre 5. Et donc, ce genre de détendeur, vous allez le voir en détail dans le chapitre 5 et il est important de pouvoir le reconnaître. Et je dirais que ce qu'on va étudier en détail ici s'applique en particulier à lui. Ça s'applique un petit peu aux autres, moyennant certaines nuances qui sont parfois de taille, mais ça s'applique extrêmement bien à celui-ci. Le détendeur thermostatique de circuit frigorifique, qu'on étudie encore une fois vraiment en détail technologique et technique plutôt en deuxième et troisième année. Là, on aborde des généralités énergétiques. En deuxième et troisième, on va vraiment aller plus loin dans le détail technique de vos métiers et de comment les règles, comment c'est fait, comment interagir avec ce genre de composants. Alors généralement, ce qui définit quand même le point commun de tous ces appareils qui a priori n'ont rien en commun, c'est le fait d'avoir un obstacle réglable à l'écoulement. Ici, typiquement dans la vanne hydraulique, si je fais une petite ouverture, c'est une bille et suivant la position ici du levier, il y a un passage plus ou moins grand du fluide à travers la bille qui est permis ou non. Une vanne guillotine, encore une fois, ça porte assez bien son nom, c'est une feuille qui glisse là-dedans suivant la position d'un moteur. Là aussi, j'ai une surface plus ou moins importante de passage de fluide à travers la section. Pareil avec ce genre de vanne de régulation, vanne pointeau sur siège. On a les vannes ici à tiroir coulissant dans les électrodistributeurs, proportionnels ou non en pneumatique ou en hydraulique. Ce sont tous des obstacles au passage du fluide. Si je prends des exemples d'application, et encore une fois, il y en a vraiment des tas, mais un tout simple, c'est la vanne thermostatique chez vous à la maison. Une vanne thermostatique, qu'est-ce que c'est? C'est une vanne à siège. Donc à l'intérieur, c'est exactement ceci. Sauf que plutôt que d'avoir un volant qu'on tourne à la main, on retire ça et pops, dessus on vient mettre un chapeau qu'on appelle un bulbe thermostatique. C'est finalement une poche qui contient un gel ou un gaz qui va plus ou moins se dilater suivant la température. Et quand il fait chaud, ça se dilate et ça vient pousser contre un ressort de rappel pour pouvoir ici empêcher, fermer un petit peu le passage de l'eau de chauffage. À l'inverse, quand il fait pas assez chaud, le bulbe aura tendance à se rétracter sous l'effet de la force de rappel parce qu'il ne pousse pas autant que le réglage de ce ressort qui est donc crucial ici. Et donc, s'il recule, parce qu'il se contracte tel que le ressort comprime la poche ici, eh bien, le pointeau recule et on voit que le passage est plus grand pour l'eau de chauffage. C'est comme ça que c'est réglé. Et donc, fun fact pour briller en société, en repas de famille ce soir, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sont en fait des chiffres de référence pour une température de consigne. Typiquement, le chiffre 3 qu'on vise très souvent, 3 correspond à une température de consigne de 20 degrés. Qu'est-ce que ça veut physiquement dire, techniquement dire? À 20 degrés, la force de rappel du ressort est égale à la force de poussée du bulbe liée à sa dilatation.
Il y a un équilibre des forces à 20 degrés, c'est ça que ça veut dire. À 4 degrés, vous êtes plutôt à position 4, pardon, sur le bulbe thermostatique, vous êtes plutôt à 22 degrés. Position 5, vous êtes plutôt à 24 degrés, etc., etc. De même, vers le bas. 2, vous êtes plutôt à 18 degrés. 1, vous êtes plutôt à 16 degrés. Et l'antigel est plutôt à 14 degrés. Il y a un petit flocon généralement là-dessus, c'est plutôt à 14 degrés, c'est de l'antigel, là, vraiment pour protéger votre habitation et quand même chauffer. Ça veut dire que vous devez tous quand même avoir en tête, hein, sinon c'est un peu la honte quand même quand on est en bachelier autom ou électromec de ne pas savoir ça. Mettre une vanne thermostatique sur la plus petite position possible, ça ne vous garantit pas nécessairement que le pointeau sera toujours fermé. Vous fermez ceci, vous la mettez sur la position du petit gel et vous ouvrez la fenêtre et il y a -5 dehors, bah, je viens de vous le dire. La force de rappel ici va être obtenue à 14 degrés. Ça veut dire que s'il y a moins de 14 degrés, eh bien, vous allez ici avoir un ressort qui écrase plus votre bulbe, le pointeau va plus reculer et de l'eau de chauffage va quand même passer. À l'inverse, ceux qui pensent que mettre 5, c'est d'office ouvrir à fond la vanne thermostatique, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme dit le dicton. 5, c'est une condition de 24 degrés, et quand il fait très chaud, le soleil tape sur vos vides, vous avez chauffé comme un malade, j'en sais rien moi, et que vous avez 26 ou 27 degrés dans votre pièce, bah, encore une fois, 26 ou 27, ça veut dire que c'est au-delà de l'équilibre des forces visé ici à 24 degrés sur la force de rappel, c'est-à-dire que le bulbe va écraser le ressort et empêcher de l'eau de passer, même s'il est en position 5. Donc dites-vous bien ceci, les chiffres sur un bulbe thermostatique sont des consignes de température, pas des garanties d'ouverture ou de fermeture de la vanne. C'est pour ça qu'en général, vous avez des vannes manuelles en plus, qui elles peuvent jouer ce rôle d'isolement si vous en avez envie ou besoin. Vous avez bien sûr, encore une fois, en type d'actionneur, bah, des moteurs, et c'est là que l'automatisation et l'électromécanique jouent tout son rôle. On peut piloter ces moteurs, ce sont des servomoteurs, donc des moteurs à servir en position. Vous voyez ça en cours d'actionneur avec mon collègue, M. Kammermans. Et donc, c'est les mêmes moteurs, pas à pas, etc., que dans les imprimantes 3D, etc. Et eux viennent chercher une position suivant une consigne. En CO2 dans une pièce, en mètres cubes par heure à faire circuler, en pression, entre pièces, il y a des cascades de pression, que sais-je, ce genre de choses. En termes d'actionnement de l'obstacle, il y a aussi la possibilité d'avoir un simple levier mécanique. Alors là, généralement, c'est pour des interventions plutôt humaines, hein. On va faire de la maintenance, on va isoler un composant, par exemple une pompe. On mettrait ce genre de vanne avant et après la pompe pour pouvoir la retirer, en faire la maintenance et la revenir, ou la remplacer, la dépanner, que sais-je. Et ici, on a encore une fois la possibilité, dans les zones plutôt ATEX, atmosphère explosive, plutôt que de piloter les choses électriquement, il n'est pas rare de retrouver des vannes qui sont pilotées par des circuits pneumatiques. Donc la logique câblée que vous avez vue, certes, ça fait rentrer et sortir des vérins, c'est très rigolo, c'est très chouette, mais on peut aussi faire actionner, enfin rentrer ou sortir des tiges de vannes avec des soufflets pneumatiques, avec la même logique que vous avez appliquée, des distributeurs, etc. Et donc on va faire en sorte que les arrivées pneumatiques soit prévu dans la zone qui risque de l'explosion. Dans quelle zone typique on risque de l'explosion? Bah, dans des usines pétrochimiques, évidemment, mais même des choses moins impressionnantes comme des usines à sucre. Vous allez à Tirlemont en Wallonie, une usine ici en Belgique, bah, il y a de la fine poudre de sucre en suspension absolument partout dans l'usine, une étincelle là-dedans et c'est la catastrophe, c'est l'explosion garantie. Vous avez pareil, suivant l'intensité et la gestion de qualité d'air, des scieries à bois, énormément de petites particules fines et sèches. On avait aussi à l'époque à Anderlecht une usine à thé, l'usine Lipton, ok, qui n'est plus là maintenant. Elle était juste à côté de l'usine Audi, qui ne sera bientôt plus là, non plus d'ailleurs, décidément. Et bah, le thé en suspension, c'est extrêmement explosif aussi. C'est des particules très fines, très sèches, et donc une étincelle là-dedans, ça peut très vite tout faire péter. Et donc ce sont des usines où vous voyez absolument tout tiré en pneumatique et pas en électrique. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans une vanne? Je vous ai dit son point commun, et ça, c'est quelque chose, c'est une erreur assez commune et assez compréhensible. On a tendance à se dire, tiens, entre l'entrée et la sortie d'une vanne, j'ai perdu du débit ou de la vitesse. C'est pas nécessairement vrai, c'est même souvent pas le cas. Une vanne présente souvent le même diamètre en entrée et en sortie, et par conservation de la matière, si on réfléchit une seconde à ce que nous a dicté le bilan de masse, bah, 1 kg par seconde qui rentre doit forcément être 1 kg par seconde qui sort. Donc le débit en sortie doit forcément être le même. Par ailleurs, la vitesse, à part variation très forte de pression qui jouerait sur la masse volumique d'un fluide compressible, comme de l'air par exemple, on pourrait la dire que la vitesse a peut-être un petit peu changé, mais si le diamètre est le même entre l'entrée et la sortie, et que le fluide a peu changé de masse volumique, a priori, le débit volumique et la vitesse sont aussi à peu près équivalents entre l'entrée et la sortie. Par contre, à quoi sert une vanne? C'est pas à faire chuter entre l'entrée et la sortie le débit massique, volumique ou la vitesse, mais c'est de faire chuter la pression.
Donc si je regarde vraiment point par point, j'ai mis ici une vanne, robinet, clapet, détendeur, soupape. Vous voyez qu'ici, il y a toute une grosse famille de systèmes qui sont rassemblés. Le but n'a pas été de faire chuter le débit massique ou volumique ou la vitesse entre l'entrée et la sortie. C'est la pression qui a chuté très fortement. Attention qu'on se comprenne bien. Si cet élément est là à un certain degré de fermeture, si je le ferme encore plus, c'est les deux qui vont chuter d'un coup. Le débit massique entrant et sortant vont tous les deux chuter. Mais il ne faut pas penser qu'entre l'entrée et la sortie, j'ai une chute de débit massique ou volumique et ou de vitesse significative. C'est les deux entrées et sorties qui vont chuter d'un coup. Parce qu'entre l'entrée et la sortie, j'ai plus de perte de charge. Ça, c'est un bilan qu'on verra avec Bernoulli à la séance suivante et même plus en détail en bloc 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe dans ce système très particulier? Dans les détendeurs, c'est quoi le bilan? Est-ce qu'on applique un travail ou est-ce qu'on en retire un? Non. Si j'en appliquais un, il y aurait une pompe, un ventilo, un piston qui pousserait un fluide. Ce n'est pas le cas. On a même dit au contraire que ça frottait et que ça faisait perdre de la pression et donc de l'énergie. Pareil, est-ce que j'ai mis une turbine dedans pour récupérer cette énergie? Malheureusement, non. Ce n'est pas une éolienne, ce n'est pas une turbine. J'ai récupéré zéro énergie. J'ai purement fait frotter l'écoulement contre un obstacle, mais il n'a pas produit de travail utile. Ça a juste frotté contre l'obstacle. Donc c'est de la destruction énergétique, un détendeur, un clapet ou une vanne. Chauffer, je ne dis pas que c'est impossible qu'un détendeur, un clapet ou autre chauffe ou refroidisse, mais enfin c'est quand même rarement l'énergie mise en évidence de manière primordiale. Donc il peut y avoir un petit échange de chaleur, mais c'est a priori pas lui qui est le plus significatif dans le bilan d'énergie. Est-ce que la vitesse peut avoir fortement changé entre l'entrée et la sortie? De ce que je viens de dire ici, non. C'est pas la vitesse qui va drastiquement chuter entre l'entrée et la sortie, c'est la pression. Donc variation d'énergie cinétique dans l'écoulement, non. Variation d'énergie potentielle. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est possible, hein. Si, encore une fois, cette vanne semble suggérer que c'est vertical, mais enfin, regardez si vous avez dans votre chambre à côté de vous là maintenant un radiateur et un bulbe thermostatique mis à la verticale, la hauteur n'est pas sensationnelle, hein. Ce n'est pas une variation d'énergie potentielle de malade. Vous comparez ça à un barrage, on n'y est pas tout à fait. Donc ici, variation d'énergie potentielle, on sent que c'est quand même pas censé être la plus grosse énergie. Par contre, l'enthalpie, elle est censée être prépondérante. L'enthalpie, qui je le rappelle, tient compte de l'énergie interne U et des variations de pression et de volume. Ah ouais, là, il y a quand même quelque chose. Les pressions vont varier, le fluide va être compressible ou non, ça ne va pas être les mêmes conclusions. Donc l'enthalpie, on la garde. Là, il y a quand même quelque chose à retirer. Par ailleurs, le débit massique entrant et sortant est le même. Et comme tout ceci est égal à zéro en régime permanent, il va se simplifier. Il va me rester quelque chose d'assez particulier. L'enthalpie in moins l'enthalpie out est égal à zéro. Donc l'enthalpie d'entrée est égale à l'enthalpie de sortie. Ah, ça mérite un petit exercice. Et on finira là-dessus sur mon long laïus. Après, ce sera enfin à vous pour toutes les questions que vous pourriez vous poser là-dessus. Donc, préparez bien vos questions pour la fin de séance. Là, on est sur l'exemple 3.3. Et écoutez bien, parce qu'il est vraiment dans la même lignée que l'exo 3.15 que vous êtes censé faire aujourd'hui. Donc, moi, je fais le 3.13, exemple du tome 1 devant vous. Et vous êtes censé arriver à faire le 3.15 aujourd'hui. C'est typiquement un exercice qui ressemble à ce qu'on fait encore une fois les jours d'examen. Là, on rentre vraiment dans le dur, on rentre dans ce qu'on vous demande de faire. OK. On a pris de l'ammoniac, un réfrigérant. Ah, comme je vous le disais, détendeur, circuit frigorifique, c'est un incontournable. Sans détendeur, il n'y a pas de circuit frigorifique, c'est impossible. Et donc ici, on a pris un circuit frigorifique à l'ammoniac. On verra en détail comment fonctionnent les circuits frigorifiques au chapitre 5, mais là, on sait déjà faire un zoom sur le détendeur. Analysons d'un peu plus près la magie qui opère dans le détendeur d'un circuit frigorifique. Si ce détendeur est réalisé sous forme d'une soupape d'étranglement faisant passer un écoulement d'ammoniac sous forme de liquide saturé. Ok, donc là, on est en liquide saturé. Ça veut bien dire que l'ammoniac était liquide sous refroidi jusqu'à un certain point. En liquide saturé, le moindre micro petit joule rajouté de chaleur, et paf, il commence à s'évaporer et à avoir un petit peu de bulles de gaz d'ammoniac qui apparaissent et il commence son évaporation. Mais là, il est tout pile avant de commencer son évaporation, ou tout pile avant de finir son refroidissement et de devenir liquide sous refroidi. Il est là sur la limite de la cloche. Il est à une pression d'entrée de 0,8 mégapascal, donc 800 kilopascal, quoi, donc quelque chose comme 8 bars. Et il va vers une pression de 0,10 mégapascal, ici. Donc à peu près 100 kilopascal, à peu près 1 bar. On ne nous le précise pas, on va supposer ici que ce sont des pressions absolues. D'accord. Le jour d'examen, on vous le précise de manière indiscutable. Ici, ce n'est pas dit, ce sont des pressions absolues. Deux questions. Quelle est la chute de température? Ah, ça c'est intéressant. Dans un détendeur, si je passe d'une pression à une autre, j'ai un abaissement de température. Retenez bien ça, c'est super intéressant. Si je veux faire du froid dans un circuit frigorifique, c'est très intéressant de savoir que quand je passe dans un simple détendeur,
la température est censée chuter, d'après ce que cet énoncé me dit, on va le vérifier ensemble. Et quelle proportion de vapeur apparaît dans l'ammoniac? Ah, si la pression chute, est-ce que ça nous semble logique? L'ammoniac arrive en liquide sous-refroidi, la pression chute, ouais, ça nous semble intuitif de nous dire que l'ammoniac va être un petit peu libéré, pouvoir occuper plus de place, et donc potentiellement arriver à un pourcentage de phase gazeuse, du moins. Peut-être pas entièrement, mais un pourcentage, visiblement, qu'on doit calculer. OK. Donc la situation se représente comme ceci. La soupape d'étranglement, c'est notre détendeur. L'ammoniac NH3 arrive à 0,8 mégapascal, il ressort à 0,1 mégapascal. Quelle est la température en sortie? Et, euh, et je vais y arriver. Quelle proportion de vapeur apparaît dans cet ammoniac qui s'est détendu? C'est reparti, hein, un bilan. Comme toujours, là on est parti, on est rodé, ça doit être une seconde nature pour vous, de même que les tables. Donc la puissance qui rentre moins la puissance qui sort est égale à la variation d'énergie du système dans le temps. Ça vaut 0 parce que le régime est permanent, stabilisé. Mon détendeur, il a la même quantité de matière qui apparaît en permanence et la même chute de pression stabilisée dans le temps. Et donc ici, bah, on vient de le dire, est-ce que dans ce qui rentre et ce qui sort, il y a du travail? Non. Est-ce qu'il y a de la chaleur? Non. Est-ce qu'il y a de l'écoulement? Oui, mais les variations d'énergie cinétique et potentielle semblent négligeables. Par contre, il va me rester de l'enthalpie, et il va me rester que l'enthalpie en entrée, ici, est égale à l'enthalpie en sortie. Donc le point 1 est ici, en vert, et le point 2 est ici, là en rouge. Et donc si je dessine ça dans un diagramme température-volume, hein, comme on vous demande d'avoir cette habitude pour essayer de visualiser ce qu'on va chercher dans les tables, on nous avait bien dit que ici, si je prends l'isobar à 0,8 mégapascal, on avait dit qu'on démarrait en liquide saturé. Donc tout à gauche de la cloche. Là, c'est les liquides surfroidis. Là, c'est du mélange. Et là, c'est du gaz surchauffé. Là, je suis en train de changer de phase. Le liquide surfroidi est vraiment, le liquide saturé, pardon, est vraiment ici, à la limite où il va commencer à changer de phase si je continue un peu à le chauffer. Donc on démarre de là. Et on va arriver, alors ça, c'est des courbes qu'on a peu présentées ensemble, mais je vous les présente aujourd'hui. Si j'essaie de dessiner l'allure des enthalpies constantes dans le diagramme TV, ils ont cette allure-ci. Ce qui semble logique avec ce que je viens de dire, hein. Regardez, on va, en passant de 1 à 2, conserver l'enthalpie. Ce qui veut dire qu'on va faire quelque chose comme ceci, suivre une espèce d'oblique, arriver à 0,1 mégapascal, et j'aurai une proportion de vapeur qui sera apparue à ce moment-là. Combien? Bah, on nous le demande. Donc ça, on va le chercher. Alors c'est parti. On va d'abord lire le point 1, qui semble quand même plus commode à trouver. C'est de l'ammoniac. Il est en liquide saturé, donc ça veut dire que je devrais pouvoir trouver ses propriétés assez facilement dans la table de l'ammoniac en mélange saturé. Table AN 1.13. Encore une fois, à force de les faire, ça devrait venir quasiment par cœur. C'est peut-être pas encore le cas, mais ça devrait venir. Vous voyez que moi, je trouve ceci. Ok, 0,8 mégapascal et liquide saturé. Je trouve une température de saturation de 17,84 degrés et une enthalpie en liquide saturé qui vaut 263,95 kJ par kilo. On va la regarder ensemble. AN 1.13. Hop. AN 1.13. Non, 1.8. L'ammoniac, je rappelle, c'est vraiment le tout dernier, hein. Vous avez ici le R134A, pas à confondre. Vous avez deux réfrigérants dans la table, l'ammoniac et le R134A. Ne les confondez pas, c'est vraiment des propriétés très différentes. Bien, 1.13, l'ammoniac en mélange liquide-gaz saturé selon la pression. Bah, je sais que je suis donc à 800 kPa pour 0,8 mégapascal, hein. Effectivement, une température de saturation de 17,84, celle que j'avais annoncée ici. Donc ça, on est d'accord. Et l'enthalpie, bah, c'est l'enthalpie du liquide saturé. Et donc le liquide saturé, il est ici. On reprend 800 kg, 17,84 degrés, et je viens ici. Enthalpie du liquide saturé HF, ça vient d'anglais. Et donc on est là 263,95 kJ par kilogramme. Il est là. Pas de difficulté majeure. On a lu le premier point. Et c'était assez facile, il ne fallait pas interpeller, il ne fallait pas faire d'approximation. On l'a trouvé, définition bête et méchante, alléluia. Pour le deuxième, on va un peu plus creuser les méninges, hein. Le deuxième, on sait qu'on descend à 0,1 mégapascal. On sait qu'a priori, d'après ce qu'on vient de dessiner et d'après l'énoncé qui nous a dit quelle proportion de vapeur apparaît, on sent qu'on va toujours être dans la même table, hein, les amis. On sent qu'il va y avoir du liquide et du gaz. Je ne vais pas chercher des liquides surfroidis avec des approximations de saturé ou de je ne sais quoi. Je ne vais pas chercher des vapeurs surchauffées non plus. Je vais être là dans les mélanges, là où je suis déjà. Sauf qu'ici, au point 1, je sais que je démarre vraiment au tout début de la condition, hein, liquide saturé. Je n'ai pas encore commencé à m'évaporer, mais je suis dans l'un des deux points extrêmes. Pas gaz saturé, mais liquide saturé, ok. Et là, je vais être quelque part au milieu. Donc, je vais prendre la même table,
Okay. Sauf que la pression n'est plus la même. Okay. Je vais chercher ce qui se passe à la pression 0,1 mégapascal, donc 100 kilopascal. 100 kilopascal, je suis ici, toujours à la même table, 100 kilopascal. Moins 33,6 degrés Celsius. Je sais déjà quelle est ma température. Je sais que je serai à saturation, puisque je vais avoir une part de vapeur et une part de liquide, d'après ce que je viens de dessiner, d'après l'énoncé. Donc ça ici, ça m'indique déjà ma chute de température. On en reparlera après, mais voilà. Je sais aussi que à cette pression, j'ai une enthalpie de liquide saturé tout à gauche et une enthalpie de gaz saturé tout à droite. Et je les lis comme ceci. 28,18 pour le liquide saturé, 1398,41 pour le gaz saturé. Où est-ce que je les lis? Je les lis ici. À 100 kPa, moins 33,6, enthalpie, liquide saturé, 28,18 pour le liquide saturé, 1398,41 pour la vapeur saturée. Voilà, on les a tous les deux. La question c'est, on est où nous? On est visiblement, d'après ce qu'on a dit avant, quelque part au milieu. Le point 2, il n'est pas en liquide saturé, il n'est pas en gaz saturé, il est quelque part au milieu. J'ai même un indice de taille. Je sais qu'il a la même enthalpie que le point 1. Et le point 1, on l'avait trouvé avant, okay, à 0,8 mégapascal, liquide saturé à l'époque. À cet endroit-là, c'était 263,95 kJ par kilogramme. Et le point 2 a cette même enthalpie de 263. Deuxième élément rassurant, enfin deuxième, il y en a eu plusieurs là quand même pour conforter notre démarche. Cette enthalpie du point 2 qui est la même que le point 1, elle est comprise entre les deux enthalpies qui bordent le changement de phase à 0,1 mégapascal pour l'ammoniac. Donc ici, je sais que je suis censé être entre 28,18 pour l'enthalpie du liquide saturé et 1398,41 pour le gaz saturé. Bingo, je suis à 263,95, donc je suis bien quelque part entre les deux. Donc, on nous posait deux questions. Retournons-y calmement. Première question, c'était quelle est la chute de température? Ça, c'est assez facile. Je pars de deux stades saturés. Je savais que ici, à 0,8 mégapascal, j'avais mon changement de phase à 0,8 mégapascal. Qui suis-je? Que veux-je? Où vais-je? 800 kg, on est là. 17,84. 17,84 en vert, c'est le point 1. 17,84. Génial, c'est là que je suis parti. Sa température à cet endroit-là. Et je sais qu'il est arrivé au changement de phase à 0,1 mégapascal. Et au changement de phase, on me dit, ah, en condition de saturation, c'est-à-dire en condition de changement de phase liquide-gaz, ici, je serai à moins 33,6. Donc ici, T2 saturation, il est là, quelque part sur ce plateau, moins 33,6, moins 17,84, j'ai moins 51,44 degrés. Je perds 50 degrés à travers cette détente. C'est énorme, hein, vous vous rendez compte? L'ammoniac passe ici à travers, passe de 8 bars à 1 bar, et il va perdre 50 degrés en faisant ça. C'est un phénomène incroyable, c'est génial, c'est absolument génial. Et grâce à ça, ça va être une des bases, une des 4 bases, je vais dire, du circuit frigorifique. Sans lui, vraiment, le circuit frigorifique tel qu'on le connaît aujourd'hui ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est vraiment crucial. Et on sent le potentiel d'arriver à créer du froid. Évidemment, c'est pas juste en détendant qu'on arrive. Il faut déjà qu'il y ait une circulation. Donc tout seul, il va pas y arriver. Il faut que le réfrigérant arrive avec une certaine pression. Donc il faut, on le sent déjà de l'autre côté, un compresseur au minimum pour que ça circule et que ça monte en pression et qu'ici, ça puisse chuter. Bien. Donc ça, c'est la première réponse. On a perdu 51,44 degrés lors de cette détente. Incroyable, magnifique. Il y avait une deuxième question un peu plus ardue qui fait appel à un concept qu'on a peu mentionné, mais qui est finalement, je pense, j'espère, vous me direz ce que vous en pensez, assez intuitif. On nous demandait quel est le pourcentage de vapeur qui a été créé. Ça porte un nom. Un nom qu'on a jusqu'ici, pour ainsi dire, quasiment pas utilisé, même si on l'a abordé lors des premiers chapitres, c'est le titre. Dans ce genre de diagramme, on avait vite fait dit, mais il y a très longtemps maintenant, le titre, ça définit le pourcentage de vapeur dans un mélange liquide-vapeur. Ah ben c'est exactement ce qu'on me demande. On me demande quelle est la proportion de vapeur d'ammoniac qui apparaît lors de cette détente, sachant que j'ai commencé ici sans le moindre gramme de vapeur, puisque j'étais liquide saturé, pas de vapeur du tout. Là, on détend, un certain pourcentage de vapeur apparaît. Quel est ce pourcentage? Autrement dit, quel est le titre? Et le titre, nous avions choisi de le noter I. Okay, CHI, quand on essaye de le donner un petit peu dans notre alphabet, c'est le X grec. Chi en 2, le titre, par définition, c'est ce pourcentage de vapeur. Alors, il y a plusieurs manières de le déterminer. La façon la plus intuitive, vous me direz ce que vous en pensez, je pense, c'est graphiquement, grâce à ce qu'on a dessiné ici, on comprend qu'on est là en 2, alors que je pourrais, si j'avais tout évaporé,
si j'avais 100% de titre, hein, mon 100% c'est quoi à cette pression-ci? Bah, mon 100% c'est d'être arrivé à l'enthalpie du gaz saturé, ici, là. Ça c'est 100% en partant de là, et moi je suis arrivé là en partant de là. Bah, finalement, graphiquement, on comprend que le segment ici qui relie HF à H2, hop, je vais essayer de le faire en dynamique sous vos yeux ébahis. Ce segment-ci, auquel je vais donner la couleur mauve, hop, insérer une forme. Ce segment-ci traduit H2 moins HF. Et 100%, ce serait d'aller de là jusque là. Et donc là, je vais lui donner quelle couleur je n'ai pas utilisée, une espèce de bleu comme ça. Voilà, merveilleux. Donc en gros, je pourrais utiliser en guise de témoin à peu près n'importe quelle variable de la table, c'est ça qui est fabuleux. Je pourrais utiliser l'énergie interne, le volume massique, l'enthalpie, l'entropie, peu importe. Là, il se fait que j'ai les enthalpies, donc je vais m'en servir comme indice. Je sais que j'en suis en partant de 28,18 ici, 28,18 d'enthalpie du liquide saturé, 28,18. J'aurais pu aller jusque l'enthalpie du gaz saturé, qui était de 1398 donc à 100 kPa ici, 1398. J'aurais pu aller jusque-là. D'accord? Donc ça ici, c'est 1398, c'est lui. J'aurais pu faire ça. Aller de 28,18 jusqu'à 1398. Mais je n'en ai rien fait. Je suis parti certes de 28,18, mais je ne suis allé que jusqu'à 263,95. Donc j'ai fait le segment mauve sur le segment bleu. Mauve sur bleu, mauve sur bleu. Si vous faites ce calcul, vous vous rendez compte que le segment mauve sur le segment bleu représente 0,172, c'est-à-dire 17,2%. Donc en gros, je peux dire ici je suis à 17,2% d'évaporation, j'ai une proportion de vapeur de 17,2% de vapeur d'ammoniac là-dedans, et par définition, c'est le titre qu'on a peu utilisé, mais intuitivement, on retombe dessus. Enfin, j'ai un fun fact pour vous, enfin fun, chacun s'amuse avec ce qu'il peut, hein. On se demande un petit peu, tiens, dans un détendeur, mais qu'est-ce qui varie? L'enthalpie est la même, tout le reste, il n'y a rien qu'à varier, l'enthalpie était constante, c'est perturbant comme bilan d'énergie quand même, le détendeur. Il y a bien quelque chose qui varie puisque la pression chute. Eh bien, si vous essayez de regarder ce qui se passe, et vous pourriez le démontrer ici, rappelez-vous que l'enthalpie recèle trois variables: l'énergie interne, la pression et le volume massique. Et donc, si vous redéveloppez l'enthalpie 1 comme ceci et l'enthalpie 2 comme ceci, et que vous refaites le calcul avec tout ce qu'on a dit ici, en fait, on se rend compte d'où part la variation d'énergie. Dans l'enthalpie qui cache un petit peu le reste, si vous voulez, on a refroidi. Donc, si on a refroidi, c'est qu'on a perdu en énergie interne. Ici, avec les points qu'on a et les tables, vous pourriez retrouver qu'on est parti d'une énergie interne de 262,64 kJ par kilogramme et qu'on est allé à 244 à peu près. Donc, on a perdu en énergie interne. Super. Et du coup, puisque l'enthalpie est restée constante, ça veut forcément dire que P fois V, lui, a monté. Le travail, donc le couple pression et volume qui est présent dans cet écoulement, lui a monté. Et effectivement, ce qui est beau, ce qui est magnifique, puisque l'enthalpie est la même, 263,95, bah, ce qu'on a perdu en énergie interne, on l'a gagné en couple pression fois volume. Ça veut dire quelque chose d'intéressant. Puisqu'un détendeur fait d'office perdre de la pression a chuté, mais le volume massique a tellement augmenté en conséquence, puisque de la vapeur apparaît. Il y a vraiment une très très forte augmentation de volume massique de par l'apparition de vapeur qui prend beaucoup de mètres cubes par kilo. Eh bien ici, c'est le couple P fois V qui augmente exactement de la même manière que U descend. Et donc voilà, moi je trouve ça fascinant. Donc, comme promis, c'était un peu un monologue, hein, je m'en excuse, et je crois, vu que c'est enregistré, que c'est la façon la plus propre de le faire. Vous aurez tout ceci enregistré, encore une fois, je le promets, sur Moodle, dès qu'on aura tout mis ensemble et tout publié. Ce que je vous propose ici, moi je reste à votre disposition de toute façon encore 1 heure, puisque c'est prévu, hein, vous digérez un petit peu tout ce qui a été dit. Ce que vous devez essayer, si vous êtes honnête avec vous-même, mais bon, on est en distanciel, hein, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous enfermer, contrairement à quand on est en présentiel. L'exercice que vous devriez faire aujourd'hui, en principe, c'est le 3.15. Si vous le lisez attentivement, vous vous rendez compte qu'on vous demande un pourcentage de débit massique de réfrigérant. C'est plus de l'ammoniac, c'est du R134A. Il rentre aussi en liquide saturé dans un détendeur et il ressort gazeux. Et on vous donne ici une chute de pression, attention, effective.
Ça veut dire que ça c'est lu sur un manomètre, il faut rajouter un bar pour avoir ce que vous pouvez lire dans les tables. Ce que je vous propose, moi je vous laisse ceci, je suis à votre disposition pendant 1 heure. Essayez vraiment de ne quitter ce live qu'en vous disant OK, ça, je sais faire. Ça va? Soyez honnête avec vous-même. Moi, je suis là, je suis derrière, je suis sage, je m'occupe, ne vous en faites pas pour moi. Je vais couper le micro et la caméra. Si vous avez la moindre question sur la séance ou sur quelque chose qui peut vous aider à avancer en énergétique, je serais bien moins pertinent de vous aider pour autre chose. N'hésitez pas à vous manifester. Je suis là à votre disposition. J'espère que cette séance aura été utile. Bon travail à vous. Olivier, je t'écoute. Ah non, tu levais pas la main, tu mettais un pouce. Comment j'ai bondi, t'as vu? Ok. N'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez une question, vous pouvez directement le faire avec le micro, hein. Allez-y directement, hein. Mais je suis là. Je vais arrêter l'enregistrement pour éviter qu'il y ait trop de méga inutiles à charger sur Moodle.